Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée aux coulisses de l'économie du sport. Alors que le sport représente 2% de l'économie mondiale, elle ne représente que 0,5% en Afrique. C'est pourtant un marché qui tend à se développer et c'est un sujet dont nous allons parler avec nos trois invités. Jimmy Adjovi-Boko, bonjour, vous êtes le directeur général de Diambars. Vous êtes également conseiller du ministre des Sports au Bénin et on verra quelle stratégie vous impulsez. À vos côtés, Tom Sheehan, vous êtes associé de Origin Architects. Et Guillaume Deguerry, vous êtes directeur international marketing et communication de Metaluplast. Bonjour. Finalement, l'Afrique fournit beaucoup de joueurs dans différentes pratiques sportives, mais elle-même n'en bénéficie pas. Et il y a toute une stratégie qui tend à développer le sport et d'en faire un vrai axe de développement économique. Jimmy, la stratégie que vous impulsez au Bénin, elle est peut-être un petit peu différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent, où on a tendance, mais en Europe aussi, finalement, à prévoir les infrastructures après avoir candidaté pour de grands événements sportifs. Évidemment, vous partez à l'inverse. Vous nous racontez pourquoi ? Alors, le chef de l'État et son gouvernement ont une vision, une réelle vision pour le développement du sport au Bénin. Et plutôt que d'attendre un événement, on a décidé de construire des infrastructures. Provoquer un peu la chose ? Voilà. Ouais. Pas seulement pour provoquer, parce que les gens ont compris, le chef de l'État a compris que le sport pouvait être un vrai levier de développement social, économique, de mobilisation de la jeunesse, et que pour pouvoir y parvenir, les infrastructures étaient quelque chose d'important. Donc un plan a été établi, vous avez un plan finalement qui est assez ambitieux, parce que 22 stades, je crois, c'est pas mal. Alors c'est 22 stades qui ont été construits, mais l'objectif, on a 77 communes au Bénin. L'objectif du chef de l'État, c'est d'atteindre... Doter chacune. Voilà, chacune des communes, donc 77 stades. Donc il y a encore du travail. Je ne sais pas si on ira jusque-là, mais déjà les 22 stades sont construits. Il y a un vrai programme aussi de développement du sport professionnel, mais aussi du sport scolaire pour toucher la masse. Alors, c'est surtout sur ça que j'aimerais m'arrêter, puis peut-être après, du coup, poser la question à Tom, puisque vous êtes celui qui construit les stades, en tout cas qui participe avec Metaluplast à la construction des infrastructures. On parle souvent du coup des grands événements sportifs, donc ça veut dire avec des joueurs de niveau international, mais effectivement, quand on veut développer une économie du sport, il y a aussi le scolaire, l'amateur, tout ce qui finalement fait que l'infrastructure continue à vivre en dehors des grands événements. C'est un sujet qu'on a déjà abordé ici. Mais ça aussi, ça fait partie de la stratégie peut-être pour... Nous, on a vécu en Afrique depuis 20 ans, en particulier en Algérie, où on vient de livrer un grand complexe sportif pour les Jeux méditerranéens, dont on est au milieu du gué. Ça se termine la semaine prochaine. On a réalisé un grand complexe donc avec plusieurs équipements, aussi bien nautique que sport collectif et football, athlétisme. Donc avec plusieurs disciplines. Plusieurs disciplines, oui. Alors ça a été fait suite aux Jeux de 2002 en Europe, pour la Coupe d'Europe, où les dirigeants algériens ont décidé de se doter de plusieurs dizaines peut-être de grandes infrastructures plutôt destinées on va dire aux événements ou aux grands clubs. Mais il n'y avait pas encore le jeu méditerranéen. Donc c'est la même stratégie finalement un peu que le Bénin. Quelque part, mais à une autre échelle. À une autre échelle, oui. Ouais. Et ça, c'est quelque chose finalement qui est nouveau, ce modèle, et qui pourrait aussi venir en Europe. Nouveau, je ne sais pas. C'est vrai que la politique qui est faite au Bénin, on la voit aussi dans d'autres pays. Par exemple, le Maroc. Le Maroc a développé énormément d'infrastructures sportives sans avoir forcément, pour l'instant, l'événement qui vient avec. Je crois que c'est effectivement un moteur de développement social important et je crois que c'est dans ce sens-là. En tout cas, nous, on pense que c'est effectivement dans ce sens-là qu'il faut aller. L'importance d'avoir des infrastructures, pas forcément de grandes infrastructures, parce qu'on l'a vu sur d'autres sujets, il y a l'héritage après que l'on garde de l'infrastructure telle qu'elle est construite, donc des grands stades, notamment dans des centres-villes, c'est pas forcément, il faut que ça vive aussi après, il faut créer de l'activité autour. Finalement, vous êtes aussi sollicité sur des infrastructures plus modestes, mais parce que justement elles doivent servir des villes et pas forcément des grands événements internationaux.
Tout à fait. Nous, on est très présents. Alors, on est très présent en Afrique depuis pas mal de temps. On a une filiale en Algérie, on a un bureau au Maroc. On pense que c'est un continent très dynamique sur le développement du sport. La plupart de notre activité ne se fait pas d'ailleurs sur les grands stades, parce que les grands stades, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas tout le temps. On est très content de les faire, notamment quand il y a des stades comme Oran, et tout ça, on est très fiers de pouvoir y participer. Mais la plupart de notre activité se situe sur ce qu'on appelle des terrains de proximité, des terrains pour le scolaire, pour les joueurs, les amateurs, qui peuvent après créer des professionnels, mais d'abord tout pour les amateurs et pour pouvoir permettre à tout le monde de pratiquer du sport. Alors, ce que vous évoquez est assez important parce que c'est vrai qu'on parle souvent des grands joueurs, on parle souvent des grands événements du coup internationaux, mais il y a aussi le quotidien et il y a tout ce qui est en fait de se servir du sport pour développer toute une filière. Hormis ces à côté, il y a ce que vous avez créé avec des anciens joueurs de foot qu'on connaît bien, notamment Patrick Vieira et Bernard Lama. Vous nous dites quelques mots sur Diambar, quel est l'objectif? Alors l'objectif de Diambar, c'est vraiment d'utiliser le sport comme vecteur d'éducation. C'est faire du sport, faire du foot passion un moteur d'éducation, c'est notre objectif. Vous l'avez créé quand? On l'a créé, on a créé l'association qui porte le projet en l'an 2000, donc ça fait plus de 20 ans. Et on a posé la première pierre de l'institut qui se situe à Saly, au Sénégal, en 2003. Notre première promotion est rentrée en 2003 dans des locaux provisoires. Et on a intégré l'infrastructure construite en 2005. Et au fur et à mesure, on a construit d'autres bâtiments. Aujourd'hui, on a 15 hectares, on a 125 salariés, on a une équipe professionnelle qui a été championne du Sénégal. On a de nombreux joueurs qui évoluent dans différents grands championnats européens, dont Idrissa Gana Gueye qui joue au Paris Saint-Germain, Bamba Dieng qui joue à l'OM. Mais on a aussi de belles réussites, et c'est aussi notre fierté, on a aussi de belles réussites scolaires, notamment avec des jeunes qui ne savaient ni lire ni écrire quand ils sont arrivés à l'Institut, qui aujourd'hui, dont un est ingénieur informatique réseau. On a plusieurs ingénieurs qui sont passés par l'Institut. Donc on a un vrai projet sportif et pédagogique associé. Et sociétal, parce que finalement, c'est aussi de révéler des talents. Pas forcément, tout le monde n'est pas fait pour être grand sportif et aller jouer dans des championnats européens. Alors tout à fait, c'est vraiment ce qu'on essaye de développer, c'est-à-dire qu'autour du... C'est vrai qu'ils viennent pour devenir des footballeurs professionnels, mais on sait pertinemment qu'au maximum 10% d'entre eux pourront jouer dans des grands clubs. Par contre, l'objectif, c'est que la totalité réussisse leur vie, et autour du football, il y a de nombreux métiers qui sont à développer dans les stades, autour des stades, dans la gestion des institutions sportives. Donc il y a vraiment énormément de métiers, il y a une économie qui est vraiment à développer sur le continent africain et on s'appuie sur ça. Et cette ambition de formation, finalement, des entreprises telles que les vôtres, finalement, ils participent aussi. Vous contribuez à cette façon de former à des métiers, que ce soit le vôtre, par exemple. Dans notre cas, avec mon associé Salah Saïdoun, on a créé une filiale de notre agence en Algérie depuis maintenant 20 ans. Et on a commencé à former des jeunes architectes. Et sur les 20 ans, je pense qu'on a eu plus de 200 architectes qui ont participé largement à la réussite de nos projets là-bas. Donc il y a une passation, il y a un transfert de savoir-faire. Compétences. Oui. Finalement, le thème de la table ronde, c'est opportunité, opportunisme. On peut dire qu'il y a eu un basculement finalement, et ça sur, on va dire, peut-être tous les sujets qu'on vient d'aborder. C'est à la fois l'Afrique a un potentiel de développement économique, et les entreprises qui vont y travailler ont aussi compris qu'elles pouvaient avoir de la ressource, former, créer des filiales pour le coup, donc c'est aussi du développement économique. Oui. Nous oui, je pense qu'on... Pareil, vous avez formé, vous formez? Alors, on ne l'a pas encore fait, mais on a eu une réflexion, en fait c'est venu pendant la période de confinement, où on avait tendance, comme toutes les entreprises peut-être ou peut-être pas, mais à se plaindre, à dire on a perdu du chiffre d'affaires, tout ça. Et moi, quelque part, à un moment donné, il y a une lumière qui s'est allumée, et je me suis dit, mais
On a quand même toujours notre usine, on fonctionne toujours. Et par contre, il y a des pays qui c'est vraiment compliqué pour eux. Et on s'est rapproché à ce moment-là moi je me suis rapproché de Dian Bars pour discuter avec eux, voir un peu ce qu'ils faisaient, ce qu'on pouvait faire et tout ça. Et en fait, ça nous a amené une certaine prise de conscience et on s'est dit que certes, nous, on fabrique et on fournit des équipements, des infrastructures, mais ça nous a donné envie d'aller plus loin et de voir comment on pouvait partager notre expérience, partager notre savoir-faire. Et on a des projets actuellement, notamment sur la Côte d'Ivoire, avec le ministre de l'Enseignement technique, sur lesquels on souhaite accueillir des jeunes et puis pouvoir les former, parce qu'effectivement, on voit un but de foot. Alors un but de foot, c'est pas une fusée qu'on envoie sur Mars, mais néanmoins, il y a des tas de métiers. Ouais, il y a de la technique, il y a des tas de métiers qui sont derrière un but de foot. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir faire bénéficier à des jeunes notre expérience, notre savoir-faire, de les former, de voir dans quel cadre ensuite on peut collaborer. Et apporter quelque chose, et non pas toujours prendre, et apporter aussi quelque chose, et partager un peu tout ça, et essayer de partager cette économie tous ensemble. Et ça pourrait prendre quoi, la forme d'un centre de formation, formé en fonction des besoins ? Ça peut. Alors voilà, on est à la fois une petite structure, donc on est assez réactif. Après, on a des moyens qui sont nos moyens, les moyens d'une PME. Mais je crois que, en tout cas, on est ouvert à toute discussion. On est ouvert, en tout cas, à commencer à essayer de faire quelque chose dans ce sens-là. On a initié. J'étais en Côte d'Ivoire il y a quelques semaines, et justement, lors de cette rencontre, j'ai initié cette proposition en disant, écoutez, nous, on pourrait apporter ça, on pourrait former des gens, et pourquoi pas imaginer des tas de collaborations. Là, je pense que juste l'imaginaire, le champ des possibles. Voilà, le champ des possibles est ouvert. Jimmy, ça vous évoque quoi ? Ces liens entre les entreprises qui viennent en Afrique, qui viennent travailler en Afrique, qui viennent apporter leur savoir-faire et qui sont prêtes finalement à le transmettre, c'est quelque chose que vous aimeriez intégrer davantage aussi ? Vous le regardez déjà ? C'est vraiment très intéressant parce qu'en plus, pour les entreprises françaises, je pense que c'est une valeur ajoutée par rapport à d'autres entreprises qui viennent et qui ne viennent pas avec cette mentalité. Et pour nous, en Afrique, c'est vraiment très intéressant parce qu'on a un vrai besoin d'industrialisation, on a un vrai besoin. Donc, ça peut nous permettre d'aller plus vite dans le développement du continent, et c'est vrai que ces savoir-faire pour nous sont intéressants. Donc il faut qu'on arrive à travailler sur des partenariats, du gagnant-gagnant. Il faut qu'on sorte de cette approche où il y a un déséquilibre. En fait, il faut vraiment qu'on arrive sur des approches gagnantes-gagnantes, et il y a un marché qui est en train de se développer, un gros marché qui est en train de se développer. Je pense que les entreprises françaises ont leur rôle à jouer, et le fait de l'aborder comme ça, je pense que tout le monde sera intéressé. Mais finalement, l'Afrique aujourd'hui, alors vous deux, vous y êtes depuis 20 ans, et depuis combien de temps ? À peu près une dizaine d'années. Une dizaine d'années, donc ça fait longtemps que vous avez senti le potentiel de l'Afrique. Pour autant, aujourd'hui, on en parle de plus en plus, et on exhorte plutôt les entreprises françaises à regarder l'Afrique. Ça, vous le voyez comment ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à imposer du départ ? C'est à nous. Mais peut-être plus exigeant aussi quand on vient vous chercher. Exactement, mais attention, parce que c'est ce qui commence à être fait. Et je pense que beaucoup de pays aujourd'hui n'ont plus du tout le même rapport à la France où on venait, et juste parce qu'on était une entreprise française, de fait, on était la bienvenue. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Il y a un changement de mentalité. Les gens aujourd'hui veulent autre chose, et on doit être dans la co-construction. Il y a des partenariats à trouver, et je pense que si on ne va pas vers ça, je pense que le risque, c'est que la France perde des parts de marché importantes. Bien sûr. Je voyais Tom qui... Oui, non, mais je pense que notre expérience depuis 20 ans, on a l'impression qu'on a de quoi s'exporter maintenant avec cette référence en Algérie, qui accueille tous ses voisins. Et c'est comme des pas japonais, on met un pied de la France vers l'Afrique, et c'est maintenant l'Afrique qui parle de notre savoir-faire collectif. Et ça, c'est pour nous un vrai découvert. On a gagné un marché récemment en Guinée pour un autre petit stade. Et c'est vraiment grâce à notre expérience en Algérie. Donc ça... Voilà. Et du coup, ça a un effet domino positif. Vous faites le même constat ? On devient plus exigeant aussi avec vous ?
Je crois que oui. En tout cas, on nous demande, on nous suggère des participations un peu différentes, mais je crois que tout ça, c'est sain. Nous, on a acquis une certaine notoriété parce qu'on équipe, notamment, on a équipé la CAN au Cameroun, on va équiper la prochaine CAN en Côte d'Ivoire en 2023, ce qui fait qu'on est quand même reconnu. Et c'est justement, je crois qu'il faut qu'on utilise cette reconnaissance pour apporter notre savoir-faire et pour le partager et pour faire quelque chose de plus équilibré. Comme disait Jimmy, c'est dans la mentalité, en tout cas de Métahuplace, c'est ce qu'on souhaite faire. On a, encore une fois, vous voyez que c'est au début, mais je crois qu'on peut réussir à faire pas mal de choses intéressantes et avoir un rapport plus équilibré entre les gagnant-gagnant, exactement. De l'expression consacrée. Pour en revenir sur le développement économique, on a à peine abordé, mais la taille des infrastructures, finalement, aujourd'hui, est-ce qu'on vous pousse plus à faire des infrastructures plus petites, si on peut dire plus petites, parce que tout est toujours relatif, mais pas forcément de grosses infrastructures, parce qu'il y a aussi ce côté de faire vivre un territoire et de créer autour aussi d'activités économiques. C'est le sujet de la formation qu'on vient d'aborder, mais aussi tout le sujet de comment on fait vivre le territoire en termes de marketing territorial aussi. Alors, nous, le problème, c'est que pour les grandes compétitions, il y a une nécessité de grandes infrastructures. Donc, les grands stades sont indispensables. Mais je pense qu'il faut que les... Vous n'allez pas pouvoir mettre un grand stade dans chaque commune. C'est ça, mais on va avoir quand même besoin de quelques grands stades pour pouvoir accueillir une future compétition. Mais ça, pour moi, c'est une deuxième étape. Pour moi, la première étape, c'est véritablement de faire en sorte que l'ensemble du territoire puisse bénéficier d'infrastructures de qualité. Donc nous, au Bénin, ce sont des stades pluridisciplinaires ou multisports, foot, basket, hand, athlétisme et volley. Et avec une tribune de 3000 places. Vous voyez, donc c'est pas énorme. C'est quand même suffisant pour accueillir une compétition qui... Non, parce que les besoins... Les compétitions nationales, voilà. Et en fait, les championnats nationaux, du coup, se déroulent sur de bonnes infrastructures. Donc la qualité des matchs sont supérieures. Ça permet aussi d'utiliser ces infrastructures pour le scolaire, donc pour qu'un maximum de personnes sur le territoire... Mais ça rentre dans le quotidien du développement économique. C'est ça. Moi, je crois... Pardon. L'un après l'autre. Moi, je crois que les grands stades, effectivement, il en faut, mais il n'en faut pas non plus, comme vous disiez, un par ville. Pour remplir les grands stades, ils sont remplis par l'élite. Et l'élite, elle va venir si on lui permet d'être formée au départ. L'élite, elle ne va pas se former, si on met que des grands stades, on va avoir personne dedans. Donc je pense qu'il y a une réelle importance à créer justement ce qu'ils font au Bénin, mais à avoir des stades, moi j'appelle ça des stades de proximité, mais ça peut être il peut y avoir différents termes, mais à créer des infrastructures pour que les gens puissent être formés correctement avec des infrastructures de qualité. Ce qui porte, pour toucher la masse, comme tu dis Jimmy, dans un pays, elle est portée par des stars. Des grandes stars. Oui, la preuve. La preuve. Il ne peut pas dire le contraire. Donc c'est-à-dire que pour les joueurs, il faut vraiment des meilleurs pour que ça touche la masse. Et je pense que c'est vrai aussi pour les infrastructures, c'est de rêver un jour de jouer dans le grand stade. Il faut que son pays a une infrastructure un peu digne et qui soit aussi quelque chose qu'on peut approprier. Disons ça, c'est notre stade. Qu'elle ne soit pas quelque chose qui est une copie d'un stade fait dans un autre pays. Il faut que ce soit quelque chose qu'on peut dire, ça c'est mon pays, c'est mon stade. Voilà. Je reviens finalement au marketing territorial parce que ça sert l'attractivité pas que du jeune sportif ou du jeune qui a envie de passer par le sport pour développer autre chose, mais vraiment faire venir le touriste, créer une expérience, pas forcément même avec une compétition nationale, pas forcément internationale. Est-ce que ça, c'est quelque chose où vous êtes associé aussi? On l'a vu que les nouveaux modèles aussi, c'était d'avoir une stratégie qui lie le public et le privé. Mais est-ce qu'en Afrique, c'est aussi le cas de penser stratégie avec tous les acteurs? Moi, je pense que le business model de beaucoup d'infrastructures de petits ou de grande taille est très différent d'un pays à un autre. En France, on a des infrastructures qui appartiennent aux communes et pas aux clubs. Et ça se sent et ça se voit. En tant que joueur, quand on va dans un vestiaire,
qu'on va dans une salon de VIP, on va pas avoir la même expérience que lorsqu'on est dans un pays comme l'Angleterre ou même en Espagne ou en Italie, où c'est les clubs qui... En France, on n'a qu'un seul club qui est propriétaire de leur stade récente, c'est Lyon. C'est Lyon, oui. Et dans les pays africains, il faut aussi faire attention à ce modèle pour que l'infrastructure soit rentable d'un côté et aussi qu'il soit approprié aux sportifs. Sur tous les projets, des grands stades sur lesquels on a travaillé, j'ai eu la chance de travailler, on a eu nos consultants sportifs, certaines allaient jouer dans le stade, et là, il n'y a que deux choses qui les intéressent, c'est la pelouse et le vestiaire. Bien entendu, ils ont besoin de leur public, mais c'est ça. Donc, la première chose à réussir dans un stade, c'est la pelouse. La première chose à réussir dans un stade, c'est la pelouse? Il ne va pas dire le contraire. En tant que joueur, je ne peux pas dire la... Mais c'est le spectacle qu'on va regarder. Exactement. On vient pour voir un spectacle. Et si la pelouse n'est pas bonne, le spectacle n'est pas bon. Il est un peu gâché, oui, effectivement. Voilà. Puis vous le voyez tout de suite, hein, même à la télé, quand vous êtes juste spectateur. Oui, on voit les trous. Pelouse, voilà, donc c'est primordial. Mais ce côté modèle économique, d'être propriétaire de son stade, de pouvoir du coup y faire ce qu'on veut et impulser une stratégie, c'est quelque chose que vous voyez aussi en Afrique et vous trouvez que c'est bien? Moi, je pense que c'est important, effectivement, dans le sens où ça permet peut-être de faire vivre le stade autrement. On voit ce qui se passe à Lyon, il y a beaucoup d'activités qui sont disons que le développement économique se nourrit d'autre chose que du match. Exactement. Et je pense que ça permet de faire vivre les stades. On a vu certains pays qui ont organisé la Coupe du Monde et qui ont des stades qui ont plus jamais servi. Et on a fait des énormes stades, et puis finalement, ces stades... Ils restent posés au milieu. Ils se dégradent. C'est des coûts énormes, alors que ça pourrait servir à quelque chose si on réfléchit un peu en amont. OK, on va s'en servir pour ça ou on va faire ça, mais on peut faire d'autres choses avec. Il y a quelque chose qui vient d'évoluer dans la réglementation de la CAF pour la construction des infrastructures, c'est l'obligation de faire une partie démontable. Alléluia. Parce que faire un stade dans une ville moyenne qui fait 15-20 000 places, ça n'a pas de sens. Et donc, on nous oblige de démonter un tiers, voire la moitié des tribunes, quitte à pouvoir la reconstruire pour un grand événement à l'avenir, et peut-être les démonter et les remonter dans d'autres villes pour que cette infrastructure ne soit pas perdue, mais mettre des choses à l'échelle de leur territoire en héritage. D'intégrer de la souplesse et de l'agilité. Et ça, c'est nouveau, hein, ça a quelques années maintenant. Dans l'idéal, il faudrait que ça soit démontable et remontable facilement. Ça, c'est un autre sujet. Nous, au Bénin, c'est l'État qui a construit tous ces stades et qui les a mis à disposition des clubs. Donc c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont des clubs qui ont les moyens d'avoir leur stade. Ça pose un problème économique. Mais nous, au Bénin, c'est la stratégie. C'est-à-dire que l'État s'est dit, on a besoin de construire, donc on construit et on met à disposition des stades. Charge après au stade de l'entretien, parce que c'est un des vrais problèmes, un des vrais enjeux sur nos infrastructures en Afrique, c'est l'entretien. Et donc là, on est en train de travailler pour que des conventions soient signées et que les clubs soient responsables de l'entretien. Et donc c'est le seul engagement qu'auront les clubs, c'est d'entretenir les stades. Et c'est vraiment important. Et c'est entendu. Oui. Vous savez, quand vous n'avez pas à payer quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'un club ne paye pas autre chose que l'entretien du stade, s'il ne le fait pas, c'est qu'il y a un gros problème. Partagé. Moi, je pense, je suis d'accord avec Jimmy. Je pense qu'après, les gens sont toujours... Il y a plein de bonne volonté. Ça veut dire qu'on explique aux gens qu'il faut qu'ils entretiennent leur terrain. Tout ça, nous, l'expérience qu'on a, ce qu'on voit, c'est que c'est pas toujours le cas et que les gens oublient que l'entretien, ça a un coût aussi. Et qu'à partir du moment où il faut payer cet entretien, ça devient compliqué. Sauf que s'ils ne le font pas, c'est plus compliqué après c'est encore plus cher. Vous savez, nous on a un exemple, on dit toujours, pour les équipements par exemple, on leur dit, si vous voulez vraiment les entretenir, il faut les laver. Et les gens vous disent, bon, lavez les poteaux, lavez les pare-ballons. Et en fait, on leur donne un exemple, on leur dit, vous voyez, si vous achetez une voiture, que vous ne la lavez jamais, au bout de 5 ans, elle va être piquée, la peinture va être piquée. Mais c'est vrai, on est exactement dans le même cas. Sauf que voilà, tout cet entretien, ça coûte un peu d'argent et je pense qu'il faut que les gens prennent conscience que c'est nécessaire et que c'est surtout protéger leur investissement parce que les infrastructures, c'est un réel investissement au départ. Oui, c'est pas une dépense. C'est pas une dépense. Ça ne devrait pas être une dépense, mais un investissement. Ça ne devrait pas être considéré comme une dépense. Tom, pareil, vous partagez cet avis-là Oui.
l'entretien. Il y a une formation des jeunes joueurs, des futurs stars, mais aussi une formation de ceux qui entretiennent, qui managent les équipements, qui est très important. Et ça, c'est un message que vous arrivez à faire passer? C'est plus qu'un message. On a instauré dans le stade à Oran, il y a une école de formation, aussi bien pour les sportifs que les administrateurs. Très bien. Est-ce que ça va marcher maintenant? C'est important parce que si vous multipliez les stades et vous multipliez c'est autant d'emplois. Il faut se souvenir qu'il y a un vrai objectif de développement économique et l'emploi des jeunes va être un des gros enjeux du développement du continent africain. Et là, il y a des réserves d'emplois qui sont importants pour peu qu'on s'occupe bien de cette question. Sur la feuille de route, c'est quoi la prochaine étape? De continuer à développer le sport professionnel et le sport amateur et scolaire, parce qu'en fait c'est ce qui va nourrir, parce que l'utilisation des stades, ça va être par les acteurs, donc c'est ce qui va nourrir, et on connaît la passion des gens en Afrique pour le sport, donc il faut qu'on puisse nourrir ces utilisateurs, enfin plutôt nourrir les infrastructures d'utilisateurs qui soient du plus haut niveau possible pour tirer la masse et faire de ces infrastructures non pas des éléphants blancs, mais de vraies structures de développement. Très bien, merci à tous les trois. C'était passionnant. On espère que du coup le PIB du sport en Afrique va atteindre le niveau mondial. Il faut peut-être encore un peu de temps. On est sur la voie. Mais on grignote des pourcentages. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.